Guadeloupe, actualité. Et après un an de réflexion, Jean-Louis Francisque présente sa démission de la présidence du syndicat mixte de gestion de l'eau de Guadeloupe. Le maire de Trois-Rivières entend désormais se focaliser sur son territoire et laisse à la charge à un élu de bonne volonté. Un agent comptable a d'ailleurs été recruté hier et devra assainir les comptes qui sont finalement moins catastrophiques que prévu. Notez que le préfet a même repris le versement de l'accompagnement financier à cette structure. Regardez. La tâche est importante, les défis sont importants et c'est la raison pour laquelle nous pensons, et je donne la main à celui ou à celle qui voudra construire encore, continuer à construire la gestion de l'eau sur le territoire de la Guadeloupe. Quand vous prenez des décisions, il y a des décisions qui sont personnelles et celle-là, c'est une décision que j'ai portée avec les membres de mon équipe municipale, que j'ai portée avec ma famille, avec mes amis, avec ceux qui me parlent, les petites mamies qui m'appellent tous les jours. J'ai cette commune de Trois-Rivières que je dois pouvoir faire sortir les dossiers, accompagner encore davantage cette population qui m'a permis d'être aux affaires depuis déjà 2020. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'avec les élus de Guadeloupe, ceux qui veulent faire avancer le système, le département, la région, et que nous puissions trouver un président pour poursuivre et continuer le travail. Il y en a eu des réponses pratiquement dans toutes les communes de Guadeloupe. Il y a ceux qu'aujourd'hui, en 2021, n'avaient pas d'eau et aujourd'hui peuvent se laver, peuvent aujourd'hui s'alimenter et effectuer leurs tâches quotidiennes. Il y a d'autres personnes, malheureusement, pour lesquelles les réponses ne sont pas encore arrivées. Elles arriveront et nous devons retenir dans notre pays Guadeloupe les éléments positifs. Élément positif, c'est que c'était un syndicat voué au départ à l'échec. Après 3 ans, nous démontrons que des travaux sont effectués, que des collaborateurs sont engagés, portent leur contribution pour permettre d'améliorer le service de l'eau. Et c'est ce que je retiendrai de cette belle expérience au syndicat mixte, avec toutes les difficultés qu'on connaît, parce que les 40 ans d'inaction s'agissant de l'eau, aujourd'hui, ont pu trouver quelques réponses déjà après 3 ans. Le CSN décide de verser à nouveau les fonds au syndicat mixte. Donc, c'est dire que des réponses ont été portées, mais c'est vrai qu'il y avait d'autres écritures à opérer. L'agent comptable que nous avons engagé et qui est effectif depuis hier permettra à ce que les actions soient faites pour que la situation du SMGAG soit véritablement normale. Il y a encore d'autres défis à relever sur la Guadeloupe. Il y a des chantiers très compliqués, qu'il s'agisse de l'eau ou qu'il s'agisse d'autres secteurs. Et par conséquent, il va falloir avoir des Guadeloupéens et je demande à ce que cette population qui m'a accompagné durant tout ce temps, je lui dis merci et encore merci. Et pour Jimmy Fosta, effectivement, qui représente un peu l'opposition sur son territoire, eh bien, il s'agirait d'un aveu d'échec d'un homme qui, malgré le soutien de tous, aura, je cite, trouvé le moyen d'échouer dans une mission qu'il avait pourtant acceptée en toute connaissance de cause. Il y a aussi de l'étonnement du côté de Pays Guadeloupe pour qu'il s'agit de 3 années de promesses non tenues. On verra effectivement qui sera nommé par la suite à la tête donc du syndicat mixte de gestion de l'eau de Guadeloupe. Et retour maintenant sur le conseil municipal des Abîmes avec à l'ordre du jour la sécurité du territoire, l'encadrement de la vente d'alcool pour les jeunes et effectivement la résorption de l'habitat insalubre, un gros dossier. Regardez. Bon, tous les points sont toujours importants, mais c'est un petit conseil municipal. 6 affaires, alors d'habitude on en traite plus d'une vingtaine, mais il est important de maintenir le rythme pour permettre à un certain nombre d'opérations de se mettre ou de se renouveler, permettre aux associations de bénéficier d'aide et d'accompagnement pour le transport, pour un certain nombre de récompenses, pour des projets structurés, permettre aussi d'entériner les dispositifs que nous avons mis en place pour la Semaine Bleue, où nous avons aidé et accompagné les associations, animé le territoire au niveau des aînés. Et on a fait de belles manifestations que j'ai moi-même participé, en clôture notamment. On a profité aussi pour aborder des points en question diverses concernant la sécurité, la sécurité dans certains endroits de la ville, pour lesquels nous interpellons évidemment régulièrement le procureur de la République, les instances de police, de gendarmerie en coproduction de sécurité tous les jeudis, et pour lesquels on attend aussi des réponses. On est relativement ferme au niveau de tout ce qui est réglementation et conformité, notamment des structures
de commerce, ils vendent bien souvent de l'alcool. Il faut suivre tout ça, cadrer tout cela pour qu'on puisse pas dégénérer à ce niveau-là et continuer évidemment à mener le combat social pour l'intégration des jeunes, des moins jeunes, des gens en situation difficile, des jeunes qui sont en précarité. Et aujourd'hui encore avec le représentant du procureur de la République, de l'État, avec le département, avec nous mettions en place, nous avons signé un protocole de coopération pour la lutte contre l'habitat indigne et contre les marchands de sommeil. Donc autant de mesures qui fait que la ville des Abîmes est à la pointe du combat pour davantage de justice sociale, de l'équité territoriale et dans le grand concert évidemment de lutte par rapport aux enjeux climatiques qui doivent concerner toutes les politiques publiques. Et en Guadeloupe, l'on compte 15% d'habitats indignes, soit plus de 10 000 logements insalubres. Alors pour améliorer la situation, les autorités et collectivités ont signé, comme vous l'avez entendu, un protocole de coopération au Palais de la Culture Félix Proto, où l'on se rend tout de suite. Je rappelle qu'on a quand même 15% des logements en Guadeloupe qui sont qualifiables d'indignes, ce qui est quand même un taux extrêmement important. Et donc nous allons pouvoir mettre en œuvre toute une série de procédures au cas par cas, en fonction des situations, en fonction des propriétaires, en fonction de l'envie des uns et des autres de progresser. Nous allons pouvoir traiter chaque dossier individuellement, apporter une solution adaptée et ainsi améliorer la situation de l'habitat indigne en Guadeloupe. On est en plein traitement, mais est-ce que l'on peut dire sur les 3 EPCI sur lesquels on a fini le travail, à savoir le Nord Grande-Terre, le Nord Basse-Terre et le Sud Basse-Terre, on est au-delà des 18 000 bâtis jugés indignes. Alors indignité qui se décline à travers 3 critères majeurs que sont la précarité, l'insalubrité et le risque. La vie des Abîmes en termes de précarité en matière de logement, c'est une des plus importantes, compte tenu évidemment de la population importante de la ville des Abîmes, mais aussi parce que nous avons des zones, des îlots de pauvreté, aussi bien à Vieux-Bourg, et nous traitons actuellement le cas de la rénovation urbaine avec Cap Excellence Vieux-Bourg, mais un peu disséminer encore quelques reliquats, quelques résidus, entre guillemets, d'habitat indigne qu'il y avait avant l'opération de Grand RHI du Grand Boissard. Mais il y a encore quelques îlots d'insalubrité qu'il faut traiter. Je considère que la délinquance et l'environnement géographique sont liés. Et lorsque vous parquez des personnes dans des zones où ils ont strictement rien pour pouvoir vivre dans des conditions décentes, eh bien, ça crée de l'énervosité et ça crée de la délinquance. Et en plus, ce sont des personnes, la plupart du temps, qui n'ont pas de moyens de pouvoir vivre décemment. Donc si nous arrivons déjà à régler cette problématique, qui est celle de leur environnement immédiat, certainement que nous allons améliorer les chiffres. Et puis à côté de ça maintenant, évidemment, l'accompagnement qui va compléter ce schéma. L'habitat indigne et le lieu où l'on vit détermine aussi beaucoup de ce que l'on peut faire socialement. Lorsqu'on habite dans un habitat indigne, on est plus sujet à du décrochage scolaire, on est plus sujet à de la délinquance. Donc la lutte contre l'habitat indigne, ça permet, si vous voulez, par un angle précis et un angle qui est très important pour la dignité des personnes qui vivent dans leur logement, ça permet de tirer le fil de toute une série d'autres problématiques sociales que nous traitons aussi par ailleurs. Mais très clairement, l'habitat indigne est une porte essentielle et un enjeu central de la cohésion sociale en Guadeloupe. Un reportage signé Maxime Moret. Et à l'occasion de la semaine du goût, le groupe scolaire Gisèle et Raymond Mathurine organise des ateliers culinaires. Les petits sont invités à découvrir un maximum de fruits locaux de saison, comme les pommes cannelle, maracuja, caramboles et autres prunes citerres. Une diversité pour éveiller leur palais aux bonnes saveurs de chez nous. Le reste en images. Nous proposons à nos élèves 2 ateliers autour de la semaine du goût pour pouvoir mettre en valeur donc les fruits et les légumes pays, mais c'est surtout aussi pour que les enfants puissent concrètement avoir la saveur des fruits et des légumes proposés ce matin. Il faut se dire que ce sont des adultes de demain, donc il est important de pouvoir les sensibiliser justement à pouvoir manger local, à pouvoir manger sainement, savoir qu'est-ce qui est bon pour ma santé, pour préserver sa santé, puisque notre capital santé, et aussi se dire que toutes les questions aussi en lien avec l'environnement, tout ça, ce sont des questions qui sont à traiter dès le plus jeune âge. Donc vraiment pouvoir former un peu nos adultes de demain et les acteurs de leur santé. On a fait des smoothies, il y avait un vélo et on devait pédaler pour faire le smoothie, pour que ça se mélange. C'était bon ?
Oui. Cette opération consiste, comme je l'ai dit, à sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge au goût, à l'alimentation durable, mais aussi à les sensibiliser aussi sur la réduction du gaspillage alimentaire, également à découvrir les produits du terroir. Aujourd'hui, je propose des fruits et des légumes sur des formes que les enfants n'ont pas forcément l'habitude de consommer. C'est-à-dire que là, je suis parti sur du giromont. Et le giromont, je l'ai travaillé comme une crème brûlée. Par la suite, j'ai travaillé la patate douce, que j'ai travaillé comme une mousse en espuma. Et j'ai travaillé l'igname en purée. Donc c'est des produits qui sont assez bruts de prime abord, mais quand ils sont travaillés, la texture change, le goût il change et ça fait que les enfants apprécient énormément ces produits, même sans les connaître et même sans les reconnaître de prime abord. Les enfants goûtent des mets transformés, donc devinent, etc. les saveurs. C'est sucré, salé, si c'est la patate douce, si c'est l'igname. Et c'est vraiment formidable, les enfants sont très heureux. Et nous aussi, équipe pédagogique, parce que c'est un projet qui fait partie de notre projet d'école, à savoir connaître son environnement, son patrimoine, et c'est essentiel. Est-ce que vous aimeriez refaire une recette chez vous? Oui. Moi, j'aimerais trop être chef cuisinière. Alors oui, je voudrais refaire ça. Et on fait maintenant un petit focus sur les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, plus communément appelés ATSEM. Ces personnels d'éducation assistent le maître ou la maîtresse pour l'accueil, l'accompagnement et la surveillance de nos petits. Ils participent également aux activités d'éveil proposées par l'enseignant et au nettoyage des locaux. Regardez. Très souvent, c'est un métier qui est mal connu. Donc, aujourd'hui, c'est une journée consacrée aux ATSEM pour vraiment valoriser, mettre en lumière ce métier. C'est des personnes qui assistent la maîtresse tout au long de l'année scolaire, donc dans toutes ces tâches pédagogiques. Donc, elles ont un rôle très, très important. Le matin, quand nous arrivons ici, nous vérifions les salles, l'état des salles pour l'accueil des enfants. Et quand les enfants ils arrivent, on les accompagne aux toilettes, on regarde comment ça s'est passé la nuit avec les parents, et puis l'enseignant avec nous, et nous continuons notre journée. Ça fait tellement longtemps qu'on fait ce métier, il y a déjà plus de 20 ans. Voire même 30 ans. Donc c'est l'amour des enfants. Après, on voit ce sont des adultes. Ils viennent nous voir, on ne les reconnaît même pas. Et puis on dit non, c'est pas vrai. Et le fait que dès le plus bas âge, on les a accompagnés, on les a rendus autonomes. Parce que quand les enfants viennent ici, ce sont je dirais des bébés. Et on les accompagne, on voit que ça avance, voilà. Moi, je pense qu'ils ont un rôle important parce que nous, parents, on a notre rôle aussi à faire. Mais quand on part travailler, quand on part faire notre journée de travail, on laisse nos enfants, ils sont livrés au personnel de l'école. C'est un rôle très important parce que ça permet d'aider les élèves dans leur éducation, dans leur apprentissage, voilà. Parce que moi, j'ai mon enfant qui est là, il avait un problème de langage et maintenant, on va dire que ça va mieux. Ils ont un métier très important dans la classe et pour la maîtresse. Ça accompagne, ça soulage, ça aide un enfant qui rentre peut-être à l'école, qui est peut-être pas propre ou qui a des petits oublis, enfin, même à la cantine. C'est quelque chose que, je pense qu'il en faudrait plus. Un reportage signé Maxime Morel. Et maintenant, on félicite Anne-Noël Favel, lauréat du prix départemental de l'apprentissage. Ce jeune artisan pensionnaire de la Chambre des métiers aura à cœur de représenter la Guadeloupe au niveau national. Une belle réussite pour ce jeune homme issu d'un milieu difficile qui a perdu sa mère en 2022 et qui a décidé effectivement de ne pas abandonner. Regardez. Depuis quasiment 3 ou 4 ans, nous travaillons avec la Société des membres de la Légion d'honneur, et c'est un honneur pour nous aujourd'hui d'honorer nos artisans en partenariat avec la Légion d'honneur pour pouvoir déjà sélectionner un lauréat au niveau local et puis pour qui nous représentera au niveau national d'ici le mois de début décembre, voire mi-décembre. Donc nous sommes très honorés et à chaque fois que ça sera nécessaire, la Chambre des métiers sera là pour pouvoir mettre en valeur l'excellence et faire monter en gamme l'artisanat et prouver que l'artisanat n'est pas un voie de garage, contrairement à ce que pensent certaines personnes. L'artisanat, c'est vraiment aujourd'hui la voie de l'excellence.
Quand on décide de faire un choix, ça se base sur une évaluation. L'évaluation à partir de critères. Donc, quels ont été les critères qui ont été fixés? Conditions sociales et familiales difficiles. Un parcours un peu particulier. Bien sûr, un jeune sérieux, travailleur, et qui donne l'exemple, qui représente, qui peut représenter le CFA, le Centre de formation d'apprentis. Voilà, ce sont ces critères-là qui ont été donc donnés. Et il faut savoir que le jeune Favel, c'est un jeune sérieux, situation difficile, et qui travaille et qui est sérieux. Donc il fallait l'encourager pour qu'il aille plus loin. J'ai perdu ma mère en 2022, malgré ça, j'ai décidé de ne pas abandonner, de continuer à persévérer, bien qu'il y avait des moments assez difficiles. Mais je pense que si j'avais lâché, je pense que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Nous avons fait de notre mieux. C'est vrai qu'on a eu des moments très, très difficiles, ce qui a beaucoup influé sur sa formation, évidemment. Et nous, on a fait de notre mieux parce qu'on a été tous éprouvés et il fallait qu'on se donne à fond pour y arriver, quoi. Alors, on est très, très satisfait du résultat et on est content si on a pu contribuer justement à ce résultat aujourd'hui. C'est quelque chose qui me touche profondément. Je suis assez honoré de voir que je représenterai la Guadeloupe au niveau national. Je pense que c'est grâce à ma rigueur, mon travail, ma persévérance et ma détermination qui ont fait que j'ai été sélectionné. Je pense que c'est une première étape vers ma carrière. Un reportage d'Olivier Félix. Et afin de valoriser et rendre plus attractif son centre, la ville de Petit-Bourg met en place un projet de quartier culturel artistique. Et pour le mener à bien, elle a d'ailleurs signé une convention d'accompagnement avec les affaires culturelles. Une première exposition itinérante s'est d'ailleurs tenue le 5 octobre dernier. Plusieurs dizaines de personnes sont venues driver dans les rues pour découvrir les portraits des gens qui habitaient certains logements. Regardez. On vit des moments formidables à Petit-Bourg. Nous faisons de la transformation d'un territoire, la transformation notamment le cœur de ce territoire-là, qui est le centre-ville. Le centre-ville qui a toute son histoire. Nous transformons, oui, mais nous voulons aussi valoriser l'existant. Et c'est vrai que j'ai confié la mission à mes équipes de pouvoir non seulement nous faire des propositions pour gérer ce que nous avons comme patrimoine bâtimentaire dans le centre-ville. Et je leur ai dit qu'il ne s'agit pas uniquement de proposer de la démolition, mais qu'il fallait valoriser ce que les familles ont laissé à leurs héritiers. Même s'il y a quelquefois de l'indivision, même s'il n'y a pas forcément de l'entente, mais nous pouvons valoriser culturel, retracer l'histoire de notre ville, l'histoire des gens. C'est important de placer au cœur de nos préoccupations les gens avec leur histoire. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important, effectivement, que de mettre en avant et de valoriser toutes ces histoires personnelles. On parle des gens importants, mais c'est pas les gens importants qui sont importants. C'est les gens qui font effectivement le vivre ensemble, c'est les artisans, c'est les boulangers, on a vu effectivement des bijoutiers, des tapissiers, etc. Voilà, c'est ces gens-là qui sont dans la vie de tous les jours, qui font le lien social entre tout le monde et qui sont les gens vraiment importants. Et pouvoir les mettre à l'honneur à travers effectivement un travail artistique de cette qualité très très important. Voilà, la culture, c'est ça, c'est mettre en valeur les gens qui comptent vraiment, c'est mettre en valeur toutes ces histoires personnelles et c'est faire en fait que les uns et les autres, effectivement, on puisse vivre en fraternité parce qu'on se respecte et qu'on dit du bien au sens, effectivement, d'être bienveillant, on dit du bien des gens. Voilà, et c'est ça qui est important. Nous sommes très contents de pouvoir signer cette convention qui nous donne des moyens supplémentaires de l'accompagnement des services de l'État, mais aussi des moyens financiers supplémentaires afin de poursuivre dans l'expertise. Nous avons été fiers de voir débouler des centaines de personnes dans le centre-ville, curieux de découvrir cette valorisation-là, cette forme de valorisation, cette forme d'aménagement d'un territoire. Et nous nous disons qu'il faut le poursuivre. Et nous appelons d'autres financeurs. Je sais que le conseil départemental, l'année prochaine, nous accompagnera pour encore donner avoir plus de succès dans cette démarche que nous entamons à Petit-Bourg. Il y a tout un projet que monsieur le maire a rappelé de quartier culturel, voilà, qui emporte tout un travail sur l'ensemble du centre-ville
de petits bourgs là. Donc on doit autour d'une centaine de milliers d'euros. Bon, c'est pas des montants très importants. Alors, c'est pas une question budgétaire. La question, c'est effectivement d'avoir aussi l'expertise et l'appui de la DAC à travers ce projet. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.